Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, qui rencontrons-nous cette semaine? Bonjour Mathieu, cette semaine nous allons à la rencontre de Gustavo Zamora Jiménez, le coordonnateur du Cercle des Premières Nations de l'Université du Québec à Montréal. Établi en plein cœur de Montréal, le CPN-UQAM est une association étudiante qui s'est donnée pour mission de soutenir les étudiants autochtones de l'UQAM, de promouvoir les cultures autochtones et d'établir des liens d'amitié et de coopération entre autochtones et allochtones. Originaire de Puebla, au Mexique, Gustavo Zamora Jiménez est le coordonnateur du CPN-UQAM depuis 1994. Au micro de Catherine Égaud, il évoque pour nous son propre parcours et nous présente les buts et l'action du Cercle des Premières Nations de l'UQAM. Gustavo Zamora Jiménez, bonjour. Salut, bonjour. Vous êtes le coordonnateur du Cercle des Premières Nations de l'Université du Québec à Montréal. Quel est votre parcours personnel, Gustavo? D'où venez-vous? En fait, moi, je suis né au Mexique et donc je suis arrivé ici en 89 et puis depuis ce temps-là, j'habite au Québec. J'ai commencé à m'impliquer dans le Cercle des Premières Nations en 91 et puis donc voilà, alors j'ai resté là depuis ce temps-là et depuis 94 je suis le coordonnateur du groupe. Est-ce que vous étiez étudiant à l'UQAM à ce moment-là? J'ai pris des cours, mais en fait, non, quand j'entrais dans le groupe, j'étais pas étudiant. Par la suite, je suis devenu étudiant. En quoi est-ce que vous avez étudié? J'ai fait un certificat en français écrit. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux enjeux autochtones? C'est des enjeux qui m'ont toujours touché, même au Mexique. Et puis, je crois que aussi c'est important de dire que mes grands-parents étaient autochtones. Mais vous ne vous définissez pas comme autochtone vous-même? Non, je me définis pas comme autochtone. Disons que déjà par respect pour mes grands-parents, je n'ai pas souffert ce que mes grands-parents ont souffert. Et donc voilà, leur langue maternelle était la langue autochtone, etc. Alors que moi, ma langue maternelle, c'était déjà l'espagnol. Donc voilà, j'ai pas grandi dans une communauté autochtone, j'ai grandi dans un village mexicain. Et donc voilà, alors non, je me définis pas en tant qu'autochtone par une question ne serait-ce que vraiment d'identité, mais aussi de respect envers mes ancêtres. Qui ont souffert d'être autochtones? Oui, effectivement, oui, puis je serais vraiment fier de dire que je suis autochtone si j'avais vécu en communauté, si je maîtrisais la langue maternelle, donc voilà, mais c'est pas le cas. Mais néanmoins, vous vous intéressez à ces enjeux-là et vous êtes le coordonnateur du Cercle des Premières Nations de l'UQAM. Parlez-nous un petit peu du cercle. Quand est-ce qu'il a été fondé? Pourquoi? Moi, quand j'entrais, j'ai rencontré un groupe de personnes qui voulaient s'organiser. Moi, j'ai resté, les gens sont partis, les gens finissent leurs études, mais j'ai pu échanger avec eux, puis ce que je comprends, c'est que eux, ils ont tenté déjà de s'organiser. Depuis au moins 89, il y avait des essais de se rencontrer en tant qu'étudiants autochtones. Et donc, quand je suis arrivé, ça plus cristallisé et donc voilà, alors à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait les comités des Premières Nations, qui est devenu les cercles des Premières Nations. Et 89, c'est la veille de la crise d'Oka, là. Est-ce que la crise d'Oka était un catalyseur? Oui, mais en fait, moi, j'étais pas en 89 dans le groupe, je suis arrivé en 91, donc après la crise d'Oka. Mais c'était clair que la crise d'Oka, c'était un élément très important qui a fait en sorte que les autochtones ont décidé davantage de s'organiser. Quelle est la mission du cercle? Et nous, on a 3 mandats. Bien souvent, les gens à l'extérieur et même à l'intérieur de l'UQAM, ils croient qu'on est une branche administrative de l'UQAM.
alors que nous ne sommes pas une partie de l'administration de l'UQAM. On est l'association des étudiants autochtones de l'UQAM. Donc ça, c'est notre premier mandat, c'est de représenter les étudiants autochtones à l'UQAM. Le deuxième mandat, c'est d'être un lieu de collaboration et d'entraide entre autochtones et non autochtones. Dans notre groupe, il peut y avoir des autochtones comme il peut y avoir des non-autochtones et on agit par consensus. Donc, ça veut dire que les décisions se prennent en réunion et tout le monde est sur le même point d'égalité, mais par consensus, donc on ne vote pas. Et la troisième partie de notre mission, c'est de faire la diffusion de la culture autochtone et de tout autre sujet qui touche les enjeux autochtones. Et ces décisions, par consensus, vous êtes combien dans vos réunions? À chaque réunion, ça change. On pourrait dire que c'est quelque chose qui pourrait être associé à ce qu'on appelle la démocratie directe. Donc, ça dépend des membres qui viennent dans la réunion. Disons que pour se faciliter la vie, on s'est rendu compte que la réalité des étudiants peut être très changeante à l'intérieur d'un cycle scolaire. Autant les étudiants ils ont beaucoup de temps à certains moments, comme à certains moments ils n'ont pas de temps pour rien. Et donc voilà, alors ça dépend vraiment de la disponibilité des membres. Mais la décision par consensus a été décidée dès le début. Dès la fondation. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, quand je suis entré, le groupe, il n'y en avait même pas de règlement en tant que tel. Mais il y avait des façons de faire. Et la façon de faire, c'était le consensus. Par la suite, on s'est fait des règlements et donc la façon de faire par consensus fait partie des règlements. Et est-ce que c'est compliqué, le consensus? Non, ce n'est vraiment pas compliqué. Le consensus, en général, au niveau de notre groupe, parce que déjà à la base, les gens qui arrivent dans le groupe, ils sont adhérés au principe du règlement, et parce que les gens qui viennent dans les groupes, ils viennent pour supporter la cause autochtone, donc ils viennent déjà avec cet esprit-là. Et c'est bien compris autant par les autochtones que les non-autochtones que c'est plutôt une question de gros bon sens qui va faire passer une décision. Puis si on est divisé sur la question, on discute. C'est relativement facile dans le sens où on n'est pas un groupe si nombreux. Donc, en réunion, c'est relativement facile d'arriver à un consensus. Mais il peut arriver qu'on n'arrive pas à un consensus complet, dans quel cas, c'est le statu quo. On ne prend pas de décision. Vous attendez que la décision mûrisse et que tout le monde Oui. Et puis, moi, je dirais qu'en général, lorsqu'il s'agit d'une décision importante, on explique la situation et donc les gens ils vont mettre de l'eau dans leur bain. Une décision typique, je dirais que parfois, c'est pas le consensus complet, mais que les gens y adhèrent, ne serait-ce que placer la date de l'Assemblée générale. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est disponible au même moment, mais on essaie de trouver des façons, est-ce que la plupart des gens peuvent, est-ce que les autochtones peuvent, est-ce que si la personne n'est pas disponible pour venir, on peut le faire aussi en Zoom. Donc, moi je dirais qu'il y en a toujours une façon de s'entendre, c'est relativement facile quand on est avec un petit groupe, que le groupe est solidaire et de bonne foi. Vous êtes combien dans votre groupe? Je pourrais pas donner exactement un chiffre, mais à mon souvenir, moi je dirais on est autour de 12 personnes. Ah, quand même. Des décisions consensuelles à 12, c'est... Oui, non, mais exactement. Ce que je veux dire, c'est que si on est 12 personnes qui sont membres, en réunion, ils vont arriver 7, 6, 8, etc. Donc voilà. Et cette décision-là, elle a été prise parce que c'était un groupe autochtone? Est-ce que c'est un peu un héritage des traditions autochtones ou ça n'a rien à voir? Non, oui, effectivement, c'est un héritage des traditions autochtones. Donc, on l'a fait de cette façon depuis le début et puis ça fonctionne. C'est hérité des traditions autochtones, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les gens qui se présentent ou que les autochtones qui se présentent pour faire partie du groupe sont habitués nécessairement à cette façon de faire. C'est-à-dire que plus que les gens se retrouvent en communauté, c'est la façon plus normale d'agir entre eux, même si, par exemple, dans la communauté, pour les élections du conseil de vente, c'est vraiment des élections. Mais en même temps, dans la vie de tous
les jours, c'est quelque chose qui est vécu comme ça. Mhm. Quand les gens arrivent dans les groupes, parfois les gens sont un peu déboussolés au début parce qu'ils s'attendent toujours à voter, Mhm. mais ils finissent par se rendre compte qu'on arrive à des décisions sans voter, puis donc voilà, ça marche. Et des décisions auxquelles tout le monde adhère finalement, contrairement au vote qui divise. Oui, mais aussi, je veux dire, c'est très rare, mais c'est déjà arrivé qu'on n'est pas arrivé à un consensus. La discussion arrête là. Mais il faut dire aussi que ce n'est jamais arrivé par rapport à une décision importante du groupe. C'était, est-ce qu'on fait telle activité? Oui, non, ok, on s'entend pas, ok, on attend. Mais quand il est question de décisions importantes, c'est expliquer le contexte, et normalement, les gens, ils vont faire des efforts, puis on va arriver à un consensus. Quelle est la situation des étudiants autochtones au Québec, à Montréal, à l'UQAM? Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Tout d'abord, la question du nombre, commençons par cela. Il y a personne qui connaît exactement le nombre d'étudiants autochtones, ni dans la province, ni dans les réseaux francophones, ni exactement dans une université. Il y a certaines universités qui s'approchent d'une connaissance de sol, notamment les universités anglophones. Normalement, la façon, disons, la plus simple par laquelle les chercheurs arrivent à savoir le nombre d'étudiants autochtones dans une université, c'est par le fait que leurs frais de scolarité sont payés par le conseil de bande. Donc, ça, c'est une façon, mais ce n'est pas à 100% exact, dans le sens qu'il y a aussi des étudiants autochtones qui payent leurs études par eux-mêmes. Et puis aussi, le fait qu'il n'y a pas exactement dans toutes les universités, dans la demande d'admission, une identification claire de qui est autochtone ou qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de demande à ce niveau-là? Je dirais que les questions autochtones sont en retard dans les universités et donc il y a des universités qui ont établi des mécanismes depuis longtemps. Il y en a d'autres où les mécanismes tardent à venir ou sont défectueux. Donc à l'UQAM, on ne sait pas combien il y a d'étudiants autochtones. À l'UQAM, on a une idée de combien d'étudiants autochtones il y a. On n'a pas une réponse claire. En fait, même le statut d'autochtone n'est pas quelque chose qui est clairement identifié ou décidé par les universités. Disons qu'il y a une définition légale de ce qui est un autochtone qui donne le fédéral. Donc ça, c'est une base, mais à part ça, il y a d'autres situations qui sont plus complexes par rapport à qui est autochtone. Et d'après vos évaluations, il y en aurait combien à l'UQAM? On sait que c'est sûr qu'il y a au moins 70 étudiants autochtones. Et depuis environ 2 ans, 3 ans, il y a quelqu'un qui a fait un travail de recherche. Mais il a fallu qu'il fasse vraiment des croisements statistiques entre différentes sources pour arriver un peu à ce constat-là. Mais c'est pas tant que ça sur la population étudiante de l'UQAM. Ce n'est pas tant que ça si on le voit seulement en termes de chiffres, mais c'est beaucoup par rapport à ce qu'on pensait qu'il y avait avant qu'on fasse le dénombrement. Oui. On s'est rendu compte qu'à l'UQAM, il y a quand même pas mal d'étudiants autochtones. Ouais. Est-ce qu'on sait dans quel domaine ils étudient? C'est des domaines très divers, mais les autochtones qu'on a côtoyés, il y avait beaucoup qui étaient dans la zone des sciences sociales. Ça c'est clair. Et est-ce qu'on sait de quelle communauté ils viennent? Eh bien, non, on ne sait pas exactement de quelle communauté qu'ils viennent, mais nécessairement, je peux quand même affirmer que la plupart des étudiants autochtones de l'UQAM, nécessairement, pour des questions historiques, ils viennent des communautés autochtones francophones. Par contre, il peut y avoir des gens qui viennent d'une communauté autochtone qui est moins francophone ou qui est souvent catalogué comme anglophone. Notamment, il y a des étudiants CRI à l'UQAM. Ah oui? Alors que bien souvent les CRI sont anglophones. Et quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les étudiants autochtones quand ils arrivent à l'UQAM? En fait, c'est que la réalité autochtone à l'UQAM, c'est une réalité très diversifiée.
Ce qu'on croit, c'est que c'est la réalité la plus diversifiée de toutes les réalités autochtones dans les universités québécoises. Ah. Ce que ça veut dire, c'est que le profil autochtone des étudiants, il est très diversifié. C'est le plus diversifié au Québec. À un moment donné, les étudiants autochtones disaient que toutes les universités avaient un bureau d'accueil des étudiants étrangers, mais que eux, quand ils arrivaient, surtout des communautés éloignées, ils étaient aussi surpris que les étrangers, mais qu'il n'y avait pas de structure pour les accueillir. Oui. Quand j'ai dit que les questions autochtones sont traitées en retard dans les universités québécoises, ça c'est un exemple de ce qu'on dit. Parce que c'est assez récent quand même, que les comités d'accueil des autochtones et les centres autochtones soient ouverts. Oui, bien en fait, ça dépend de quelle université, quel secteur des universités. Par exemple, les questions d'accueil des étudiants autochtones dans les universités anglophones, c'est une question qui a été traitée depuis longtemps dans les universités anglophones. Je pense qu'au début 90, qu'il y a eu un service d'accueil pour les étudiants autochtones déjà à Concordia. Et il y a à McGill, etc. Donc, ça fait très longtemps qu'ils existent dans ces universités. Quand vous les rencontrez, vous, bon, c'est sûr, la population autochtone est très diversifiée, mais quand vous les rencontrez, de quoi ont-ils besoin? Parfois, les gens, ils n'ont pas des besoins spécifiques en tant qu'autochtones. Et on peut avoir des gens ils n'ont pas venu à Montréal plusieurs fois avant de déménager à Montréal. Donc, ça c'est un énorme changement pour eux. Et que leur langue maternelle était la langue autochtone. Donc, ça pose des défis par rapport au français, etc., etc. Donc, les difficultés sont très variées. Vous avez parlé des 3 aspects de votre mission du Cercle des Premières Nations de l'UQAM, mais vous êtes aussi bien connu par une infolettre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? À qui s'adresse-t-elle? Oui, bien en fait, nous on fait une infolettre qui est diffusée une fois par semaine. Et donc dans cette infolettre, il y a 4 sections. Il y a la section des événements autochtones qu'il y a. Et soit pas mal partout dans la province. Il y a la section qui concerne l'actualité autochtone, donc les nouvelles concernant les questions autochtones dans la semaine. Il y a aussi une section concernant les cours qui ont rapport avec les réalités autochtones. Et il y a une section des postes et d'opportunités concernant des questions autochtones. Il y a souvent des postes qui sont ouverts et qui s'adressent aux autochtones ou qui s'adressent à des gens qui travaillent avec les autochtones, par exemple les chercheurs, des prêts et bourses, des demandes d'expansion, des postes. Donc voilà, il y a cette dernière section. Et puis c'est un calendrier culturel extraordinaire aussi. Oui, ben en fait, il faut dire que les événements autochtones se sont multipliés dans les dernières années. Donc, avant, n'importe quel événement autochtone, on les publicisait à l'intérieur de l'infolette. Et maintenant, il y a beaucoup. Et des fois, on doit choisir entre un événement qui va créer l'intérêt de beaucoup de personnes à un autre événement qui s'adresse dans une niche très fermé, etc. Donc, oui, effectivement, on essaie d'être au courant de toute l'actualité autochtone. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, s'il y a une espèce d'essor des activités culturelles autochtones. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et disons que moi, j'ai vu les changements par rapport à ce que je pouvais envoyer avant et ce que je peux envoyer maintenant. Avant, ça n'arrivait jamais qu'il y avait 2 événements autochtones à la ville de Montréal la même journée. Maintenant, ça peut arriver. Comment vous expliquez ça intuitivement? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'autochtones ou plus de créateurs ou simplement ça existait puis on n'était pas au courant? Non, mais en fait, ça suit l'évolution de la réalité dans les communautés autochtones, c'est-à-dire que les autochtones ont repris un intérêt par rapport à leur histoire, à leur héritage, en même temps qu'il y a plus de ressources pour subventionner des activités autochtones, en même temps qu'il y a de plus en plus d'autochtones qui font des études, donc ils obtiennent des connaissances afin de produire eux-mêmes leurs produits culturels, etc., etc. Et donc, c'est un essor de la culture autochtone. Votre site web est trilingue, français, anglais et espagnol. Comment est-ce que ça s'explique?
Ben ça s'explique surtout par le fait qu'en partant, on comprend que la réalité autochtone au Québec, elle s'exprime en français et elle s'exprime en anglais. Et ce n'est pas la faute des autochtones d'une place ou d'une autre de parler soit le français ou de parler soit l'anglais. Ce n'est pas de leur faute, c'est une imposition coloniale. Donc on essaye de communiquer le plus possible avec les gens des deux langues. Donc si bien on est à l'UQAM et on fait toutes nos activités en français, ben on essaye du moins d'avoir une traduction à l'anglais pour que les anglophones puissent savoir de quoi il s'agit. Parfois, il y a des sujets qui vont toucher plutôt un groupe ou un autre, mais il y a beaucoup de sujets qui touchent tous les deux. C'est pour cela qu'il y a des sections anglais. Puis en espagnol, c'est que il y a des questions autochtones qui touchent plus le sud, à partir des États-Unis vers le sud. Et donc c'est un effort pour communiquer aussi des réalités, qui puissent toucher le sud quand cela se prête. Il y a quand même des gens à Montréal qui travaillent ou qui s'intéressent à des questions autochtones du Sud ou qui sont autochtones du Sud. Concrètement, par exemple, l'idée dans l'infolettre, c'est que justement on puisse mettre des événements, des textes ou des références qui sont en français ou anglais ou en espagnol, et les gens qui voudront les faire en français, ben, ils vont trouver en français, c'est majoritaire, mais si c'est seulement en anglais et qu'il y a un événement en anglais, le texte est en anglais, sera publicisé aussi. Et ça existe aussi qu'il y a des questions qui se traitent en espagnol, donc ça peut sortir aussi. Vous, ça fait très longtemps que vous êtes là, ça fait presque 30 ans que vous êtes au Cercle des Premières Nations. Oui. Quelle évolution vous avez vue? Ben, je dirais que grosso modo c'est positif. Dans le sens que il y a de plus en plus de gens autochtones qui vont aux universités, qui sont de plus en plus conscients de leurs droits, etc. Donc je dirais qu'on a vu une amélioration de l'augmentation à l'université. Donc il y a plus de visibilité aussi? Oui, il y a plus de visibilité aussi. Et qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense que justement, c'est un peu, c'est un mouvement qui est commencé et maintenant c'est un mouvement qui ne fait pas partie encore nécessairement des habitudes dans toutes les universités. Et donc maintenant, les universités doivent s'adapter aux demandes des autochtones, chose auxquelles elles ne pensaient pas auparavant. Alors que par exemple, dans les universités anglophones, les questions interraciales, ce sont des questions qui ont été traitées avant que ce soit traité dans les universités francophones. Et ça fait très longtemps que ça existe. Puis ensuite, ils ont commencé à traiter des questions autochtones, alors que dans les universités francophones, ils ont dû commencer à traiter des questions interraciales. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un équilibre, si on veut, par rapport à ces questions-là. Ils sont déjà arrivés à un certain niveau. Puis là, maintenant, un truc différent, c'est les questions autochtones, comme aussi auparavant, on traitait autant des questions de genre. Quand vous dites que les universités devraient mieux accueillir les demandes des étudiants autochtones, quelles sont-elles, ces demandes? Les étudiants demandent tout le temps qu'il y ait des lieux qui sont sûrs de façon culturelle pour les accueillir, pour qu'ils soient là. Ils demandent d'avoir idéalement une compréhension envers leur situation pour avoir certaines mesures pour améliorer leur admission à l'université et leur réussite à l'intérieur de l'université. Et donc voilà, et puis je veux dire, les demandes sont très très diverses, mais aussi les supports pendant qu'ils sont à l'intérieur des études et de considérer leur situation de façon différente que celle des immigrants. Et oui, les immigrants et de la population majoritaire aussi. Comment est-ce qu'on fait pour s'abonner à votre infolettre, Gustavo? Il suffit de nous écrire cpn@commercialucam.ca pour demander de s'inscrire à l'infolettre, et moi je vais inscrire les gens à l'infolettre. Parce que c'est vraiment indispensable. Quand on s'intéresse aux enjeux autochtones et à la culture autochtone à Montréal,
Vous êtes la première ressource, là. Oui, merci. Non, oui, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions autochtones, mais disons qu'ils sont pris par leur propre mandat, et donc, ils vont diffuser leurs propres événements, mais il n'y avait pas une ressource, une plateforme, une infolettre pour voir l'ensemble de toutes ces activités-là. Parce que votre infolette fait magnifiquement, l'infolette du CPN UQAM. Merci Gustavo Zamora Jiménez. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. C'est un plaisir. Merci. Merci à Gustavo Zamora Jiménez de nous avoir mieux fait connaître le Cercle des Premières Nations de l'Université du Québec à Montréal. Merci également à Valérien Fournier à la régie. Confluent est porté par Mission Chez Nous, un organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. Merci Mathieu et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une autre édition de Confluent. Merci Catherine, rendez-vous est pris. D'ici là, Radio-VM et Radio Galilée continuent de nous offrir leur formidable programmation. À la semaine prochaine!